Maintenant, je vais parler des images qui sont formées par des miroirs concaves et convexes. Je vais commencer avec le miroir concave. Donc, le miroir concave, c'est une surface réfléchissante incurvée vers l'intérieur. C'est-à-dire que si tu regardes l'intérieur d'une cuillère, ça serait l'exemple d'un miroir qui est concave. Maintenant, pour me rappeler de quel type de miroir est concave et lequel est convexe, je me rappelle que dans le mot concave, il y a le mot cave. Et une cave, c'est quoi? Bien, quand tu as une maison, la cave, ça serait en dessous de la maison. Donc, si tu considères qu'il y a le sol ici, ce qui est concave, c'est quelque chose qui est incurvé vers l'intérieur, comme ça. C'est-à-dire qu'un miroir concave, ça va être un miroir qui va toujours être incurvé vers l'intérieur. Et où tu as un objet devant le miroir qui va être réfléchi sur ce miroir-là. De manière générale, si tu regardes un miroir concave, tu vas voir que l'image que tu vois va être une image qui va être déformée. Surtout si tu compares à l'image que tu obtiens quand tu regardes dans un miroir qui est plan. Donc, dans un miroir plan, l'image n'est pas déformée. Ensuite, dans un miroir qui est concave, les parties extérieures vont être plus déformées que les parties intérieures de ton miroir. Remarquez aussi que si tu te regardes à l'intérieur d'une cuillère, tu vas voir que ton image ne va pas nécessairement être à l'endroit, elle peut se retrouver à l'envers. Et donc, on va revenir à certaines caractéristiques de l'image que j'avais mentionnées ici, donc la position, l'orientation, le grossissement et le type. Mais quand on va faire des diagrammes de rayons qui vont montrer à quoi va ressembler l'image d'un objet qui est devant un miroir concave. Donc, un miroir concave va, dans le fond, être un miroir dans lequel on peut considérer qu'à n'importe quel point du miroir, tu peux décider une normale qui est perpendiculaire à cette région du miroir. Et si tu dessines plusieurs normales sur un miroir concave, tu vas remarquer que toutes les normales vont frapper un point qu'on appelle le centre de courbure. Et donc, le centre de courbure, ça va être un point qui va être au centre de ton miroir et qui va être important pour être capable de déterminer l'image que tu vas obtenir d'un objet qui est devant un miroir concave. Le centre de courbure va se retrouver aussi sur ce qu'on appelle l'axe optique. Donc, si on regarde quelques définitions importantes pour pouvoir être capable de dessiner une image d'un objet devant un miroir concave, il faut connaître ces terminologies-là. Donc, premièrement, l'axe optique, pour un miroir concave, c'est la droite qui passe par le centre de courbure du miroir C et qui est perpendiculaire au centre du miroir ou ce qu'on appelle aussi le sommet du miroir. Donc, ça, c'est aussi le sommet du miroir qu'on représente par S. C'est-à-dire que l'axe optique, c'est cette droite-ci qui va passer par le centre de courbure et le sommet. Et remarquez qu'une normale va toujours passer à travers le centre de courbure, peu importe la normale qui se trouve sur un miroir. Si on imagine aussi que cet axe optique est perpendiculaire au sommet, on peut considérer alors que cet axe optique correspond aussi à une des normales de ton miroir concave. La distance, le foyer, qu'on représente par F, c'est un point sur l'axe optique qui peut être déterminé si on a un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique. C'est-à-dire qu'imaginez qu'il y a un rayon qui va voyager dans une direction et une orientation parallèle à l'axe optique. Lorsqu'il frappe un endroit du miroir, il va toujours être réfléchi selon le foyer de ce miroir-là. Et en déterminant le foyer, tu peux obtenir ce qu'on appelle la distance focale, qui va être la distance entre le sommet du miroir et le foyer F. On va se servir de ces caractéristiques-là et de d'autres particularités pour être capable de trouver l'image qu'on obtiendrait d'un objet devant un miroir concave. Pour faire ça, il faut suivre certaines règles que je vais aussi inclure avec la leçon sur le Classroom, mais là, je vais vous parler des règles qu'il faut connaître. Donc, premièrement, il faut que tu identifies un miroir concave parce que les règles pour les miroirs concaves sont légèrement différentes que les règles pour les miroirs convexes et il faut les connaître. Donc, imaginez que tu as une image. Ici, pas une image, un objet. L'objet, ça serait un crayon, par exemple, parce que c'est un objet qui est relativement simple à dessiner parce que tu as deux points. Tu as le point A et tu as le point B. Puis, dans le fond, c'est une ligne entre A et B. Donc, si on regarde cette image-ci, le point A est sur l'axe optique. Donc, lui, il est relativement facile à gérer parce qu'on va considérer que tous les rayons qui quittent le point A, bien, il y en a un qui est important qui suit l'axe optique et qui va être perpendiculaire au miroir ici.
Donc, on n'est pas obligé nécessairement de savoir où il va être sur donc l'image qui part du point A, donc l'image de A, parce qu'on sait qu'il va être sur cet axe optique à cause du fait que l'objet lui-même, le point A de l'objet lui-même, est sur l'axe optique. Mais comment est-ce qu'on trouve où se trouve le point B? Pour faire ça, il faut suivre les différentes règles. Donc, si on commence avec une première règle, donc ça se peut que je ne les donne pas exactement dans le même ordre que ce qui va être dans votre document, mais ça va être quand même les mêmes règles et l'ordre dans lequel tu les appliques n'est pas nécessairement important. Donc, je vais commencer avec la règle qui va être en bleu. Donc, la règle qui va être en bleu, qui est ici, dit qu'un rayon incident qui est parallèle à ton axe optique, donc remarquez que cette droite-là et celle-là sont parallèles. Tu sais que ça, c'est ton rayon incident parce que c'est une flèche qui est dirigée vers le miroir. Donc, quand tu as un rayon incident qui passe par un point de ton objet et qui est parallèle à l'axe optique, lorsqu'il est réfléchi, il va toujours passer par le foyer. Donc, le rayon réfléchi va toujours passer par le foyer. Ça, c'est quelque chose qui avait été mentionné ici. Donc, on s'en sert comme une règle. C'est-à-dire que peu importe où peu importe l'angle à laquelle il frappe le miroir, c'est pas trop important parce qu'on n'a pas besoin de mesurer l'angle. S'il est parallèle à l'axe optique, le rayon incident, le rayon réfléchi va passer par le foyer. Donc, il faut juste connaître où se trouve le foyer. Donc, vous avez besoin de premièrement dessiner la droite parallèle du rayon incident et ensuite dessiner le rayon réfléchi qui passe par le foyer. Ensuite, la deuxième règle que vous allez voir, c'est la règle qui est en vert ici. Un rayon incident qui part d'un endroit de l'objet, donc c'est l'endroit B, et qui passe par le foyer avant de frapper le miroir, va être réfléchi pour être parallèle à l'axe optique. C'est-à-dire que tu dessines le rayon qui passe du point A par le foyer qui frappe le miroir, et dès qu'il frappe le miroir, le rayon réfléchi que tu vas dessiner doit être parallèle à ton axe optique. La dernière règle qu'il faut voir, c'est qu'un rayon incident qui quitte un point de l'objet et qui passe par le centre de courbure va frapper le miroir. Ici, on ne le voit pas mais il faut considérer peut-être que théoriquement, le miroir continue. Et il va être réfléchi sur le miroir sur lui-même. Donc, il revient et rebrousse chemin et qui va donc repasser par le centre de courbure et le point B pour pouvoir quitter l'objet. En utilisant ces trois règles, on obtient ici un point d'intersection, puis le point d'intersection, c'est le point B' qui va être l'image du point B de ton objet. Puisqu'on sait que l'image du point A est sur l'axe optique et que ceci est une droite qui va être perpendiculaire, par exemple, à l'axe optique, ici, tu dois avoir une droite perpendiculaire à l'axe optique aussi et qui va avoir le point A' qui va être sur l'axe optique et le point B' qui est le point d'intersection des rayons que tu as dessiné avec ce diagramme de rayons. Si on regarde un autre exemple, donc ici, tu as un autre objet, tu as l'objet qui est ici, la première règle dit, le rayon incident qui part de l'objet, donc ici, on va dire le point B encore, et qui est parallèle à l'axe optique, frappe le miroir et est réfléchi par le foyer, donc passe par le foyer. Donc, c'est la même règle qui est ici. Ensuite, la deuxième règle, le rayon incident qui quitte le point B d'un objet et qui passe par le foyer, donc ici, passe par le foyer et frappe le miroir, va être réfléchi pour être parallèle à ton axe optique. Et finalement, la dernière règle, le rayon incident qui part d'un point de l'objet et passe par le centre de courbure est théoriquement réfléchi sur lui-même. Donc ici, ça va donner un centre de réflexion. Ici, je dis théoriquement parce qu'ici, il faut s'imaginer que le miroir va donc être comme ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais ici, c'est théoriquement. Donc, il va être réfléchi sur lui-même. Et donc ici, on voit qu'il y a un point d'intersection qui va être le point B'. Puisque le point A de ton objet est sur ton axe optique, on sait que le point B le point A' de ton objet, donc l'image du point A, va aussi être sur ton axe optique.
Ici, ton crayon il est perpendiculaire, donc tu sais qu'ici, ça va donner une droite perpendiculaire, ce qui te permet de dessiner ton image de ton crayon. On peut aussi utiliser la règle dans ce cas-ci. Première règle, le rayon qui est perpendiculaire, le rayon incident qui quitte un point de l'objet et qui est parallèle à l'axe optique est réfléchi sur le miroir et passe par le foyer. La deuxième règle dit qu'un rayon théoriquement incident qui passe par ton objet va passer par le centre de courbure, le foyer, et qui passe par le foyer va être réfléchi pour être parallèle à l'axe optique. Ici, dans ce cas-ci, le foyer, remarquez qu'il est derrière l'objet. Et donc ici, c'est pour ça qu'on a mis en pointillé la ligne, parce qu'on va dire que théoriquement, il passe, là je mets ça entre guillemets avec mes doigts que vous ne voyez pas, par le foyer, même s'il passe vraiment pas par le foyer. Mais on prolonge la droite par le foyer en arrière du rayon incident et ça va donner un rayon réfléchi qui est parallèle. La troisième règle dit que le rayon qui est incident qui passe par le centre de courbure, donc encore une fois, on a théoriquement par le centre de courbure parce que le centre de courbure est en arrière de ton objet et de ton foyer, va être réfléchi sur lui-même. Maintenant, ce qui est important dans le cas où l'objet est entre le foyer et le miroir, c'est de prolonger les droites qui sont de ce côté-ci, mais derrière le miroir. C'est-à-dire qu'ici, il faut prolonger le rayon donc il faut que tu prolonges tous les rayons réfléchis. Donc, je prolonge le rayon réfléchi en arrière du miroir. Je prolonge le rayon réfléchi en arrière du miroir. Je prolonge le rayon réfléchi en arrière du miroir, ce qui me donne un point d'intersection B', qui se trouve en arrière du miroir. Le point A' de l'image de ton objet, lui aussi, va être en arrière du miroir. Il est sur l'axe optique parce que A est sur l'axe optique et c'est perpendiculaire, donc tu es capable de dessiner l'image de ton objet ici. Maintenant, remarquez donc que dépendant de la position de l'objet par rapport au centre de courbure et au foyer, ça va donner, et le miroir, ça va donner des images qui vont avoir des propriétés différentes. Donc, si tu as une image, si tu as un objet qui se trouve derrière le centre de courbure et donc derrière le foyer et derrière ton miroir, tu vas obtenir, si tu utilises les règles qu'on a vues, une image qui va être plus petite que l'objet, va être plus proche du miroir que l'objet, va être inversée par rapport à l'objet, donc au niveau de sa taille, et qui va être une image qui va être considérée comme étant réelle parce que ton objet, ton image va être devant, ou en fait pas réelle, mais tu vas avoir une image qui va être devant ton miroir plutôt qu'en arrière. Si tu regardes le cas de figure où tu as un objet qui est entre le centre de courbure et le foyer, ça va te donner une image qui va être plus grande que l'objet. Ça va te donner une image qui va être plus loin du miroir que l'objet. Ça va te donner une image qui va être inversée. Tandis que, et qui va être aussi devant le miroir. Tandis que si tu as un objet qui est entre le foyer et le miroir, ça va te donner une image qui va être plus grande que l'objet, qui va être à peu près de la même distance du miroir que l'objet, qui va être à l'endroit, donc elle ne sera pas inversée dans cette situation-là, elle va être à l'endroit, et va donc aussi être agrandie.